Donc, bonjour Elena Danone. M- Bonjour Martine. Merci infiniment d'être avec nous sur ce sommet des leaders du 21e siècle. Avec plaisir, avec plaisir. Donc, c'est la première édition et comme je le dis souvent, le 21e siècle, c'est aussi un petit clin d'œil à la formule consacrée de Malraux. Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Et c'est vrai que vous, vous avez une très belle carrière dans le monde un peu traditionnel, puisqu'en en tant qu'archéologue, et vous vous êtes converti dans votre parcours actuel d'auteur avec une envergure internationale que vous allez nous présenter. Et avec un magnifique projet qui est assez tourné vers le futur. Donc c'est pour ça que c'est un peu, c'est la dernière conférence de ce sommet, parce que je trouve qu'elle donne un peu une vision, une ouverture sur le futur de l'humanité. Et donc, ce sommet est au sujet de la reconversion professionnelle, hein, comme vous le savez, vers l'entrepreneuriat. Et donc, vous, donc, en tant qu'archéologue, est-ce que vous pouvez nous retracer un petit peu votre parcours et ce qui a fait que vous êtes passé de archéologue à celle que vous êtes aujourd'hui? Merci Martine. Eh bien, j'ai commencé des études d'archéologue lorsque j'avais 25 ans, euh, seconde direction de ma vie. Bah, c'était quelque chose que j'avais toujours voulu faire hein, en tant qu'enfant. J'étais attirée par les réponses concernant notre présent qui se situe dans le passé de l'histoire de la Terre et retrouver l'histoire véritable de la Terre. Ce que j'ai retrouvé ensuite, pas par l'archéologie, mais bon, quand j'étais enfant, le seul moyen que je voyais, la seule mission de ma vie, c'était eh bien l'archéologie, rechercher les anciennes civilisations. Donc, j'ai été d'abord dirigée vers des études d'art, parce qu'il n'y avait pas d'université d'archéologie là où je vivais, c'était pas très pratique. Et donc, je me suis retrouvée à Paris pour un diplôme des beaux-arts. Bon, oui, j'étais douée, mais bon, enfin, c'était pas trop ma mission. Je l'ai fait parce que mes parents m'avaient dirigée sagement. Pas si sagement que ça, parce que dans la carrière artistique, moi, je ne conseillerais à personne d'essayer de gagner sa vie dans le milieu artistique, hein. Enfin, pour plein de raisons. J'étais à Paris, j'avais 25 ans. Qu'est-ce que j'ai voulu faire? Je me suis dit, mais tu es à Paris, mais tout est possible. Tu es à Paris, la capitale du monde. Oui. Tu peux tout faire. Il y a toutes les universités. Tu peux étudier absolument n'importe quoi et tout ce que tu veux. Ah, j'ai toujours voulu être archéologue. Allez, je passe le concours de l'école du Louvre que j'ai eu. Donc, j'ai fait un diplôme d'archéologie juste basique à l'école du Louvre. Et ensuite, je suis allée à l'Institut Khéops. C'était un peu parallèle aux études du Louvre dans les basiques d'archéologie, techniques d'archéologie. L'Institut Khéops donnait un certificat en égyptologie. C'était les mêmes professeurs qui enseignait à l'école du Louvre, mais il donnait des cours du soir. Donc, j'ai pu suivre les deux cursus en parallèle, en accéléré. Et ensuite, j'ai eu cette bourse d'études pour partir en Égypte. Et j'ai été acceptée parce qu'en fait, la vie est très... Il n'y a pas de coïncidence. Euh, je vivais dans un endroit à Marseille, je suis née à Marseille, où il n'y avait pas de fac d'archéologie proche. Enfin, c'était Aix-en-Provence, mais fallait prendre le bus. J'étais jeune, mes parents avaient dit non, etc. Ça m'a dirigée vers un diplôme d'art. OK. Mais me voilà diplômée d'archéologie et d'égyptologie, plus précisément à Paris, parmi beaucoup d'étudiants diplômés en égyptologie. Pourquoi ai-je été choisie? Parce que j'avais un diplôme d'art en plus. Hmm. Oui. Parce que j'étais capable de dessiner ce que je voyais. Et j'ai été engagée en tant qu'épigraphiste euh, sur la mission franco-égyptienne des temples de Karnak pour une période de 8 ans. Auparavant, j'avais déjà fait un an de voyage d'études en Égypte, le Caire, Dendera, et Alexandrie. Bon. Mais alors là, me voilà.
en septembre 99, engagée en tant que boursière au CFEETK et ensuite renouvelée parce que ils aimaient bien mon travail, ma façon de travailler. Et ensuite, bon, ben, il y a un poste qui a été créé et j'ai passé le concours et je suis devenue ingénieure en archéologie, en épigraphie plus précisément, ingénieure en épigraphie. Et je suis restée 6 ans en tant qu'ingénieure là-bas. Mhm. Et en menant des projets, on me donnait la responsabilité des projets. Et un an plus tard, le directeur du, du bureau d'épigraphie, Luc Gabold, partait à la retraite. Et enfin, partait à la retraite. Pas vraiment à la retraite, parce que maintenant il est directeur du CFETK. Il se retirait, voilà, se retirait de ce poste parce qu'il avait trouvé quelque chose de plus intéressant à faire en France et professionnellement, qui lui permettrait de plus se consacrer à ses recherches. Et donc, me voilà en charge maintenant du bureau d'épigraphie à Carnac. Et donc, grand saut dans le vide. Et j'étais donc chargée de recherche et de projets d'études concernant voilà, des relevés épigraphiques. Et je formais des étudiants en français, en anglais et en arabe. Et voilà, et puis au bout de 8 ans, bon, il y a eu beaucoup de changements à la mission de Karnak. La mission a été détruite et reconstruite par les autorités égyptiennes. Ça a été au moment où bon, j'ai décidé de partir parce que c'était trop chaotique. Voilà, j'en avais marre. C'est dur la vie en Égypte, hein, c'est difficile, hein, spécialement pour une femme. Euh, Mhm. je suis rentrée en France, j'ai été mutée à l'université de Toulouse, Mirail, et je suis restée actuellement 2 ans là-bas. Et ensuite, c'est là où je me suis rendu compte que le milieu archéologique est c'est pas, on va dire, c'est pas le rêve hein, que l'on Ah bon? s'imagine. Ah oui. Pas On se du tout. dit un peu Indiana Jones et Oui, oui, bah ça, c'est le côté Indiana Jones. D'ailleurs, mon deuxième nom, c'était Lara Croft là-bas. Ah bon? J'ai les longs cheveux, j'avais toujours cette tresse là. Et, et bon, c'était amusant, hein, c'était passionnant. Hein, aller grimper les montagnes, tout ça, bon, aller dans les temples, les tombes et tout, c'était fascinant. Hein, c'était ça qui était le buzz. Mais l'archéologie en elle-même, le milieu archéologique, je veux dire, les gens, les archéologues, c'est un nid de vipères. Hein. C'est horrible. C'est horrible. Hein. Tout le monde essaye de tirer dans les pattes à tout le monde. Donc, quand je suis rentrée en France, bah, le côté aventure, Lara Croft, tout ça, c'était fini. Et je me suis retrouvée brute, l'archéologie brute, avec les guerres de bureaux, les guerres de projets, les ragots. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je le savais, je me voilais les yeux. Donc, j'ai dit, bon, non, non, non. Passer ma vie là, dans ce bureau, qui a vue sur un parking et l'autoroute après, euh, euh, pas savoir quelle lutte et quel côté prendre. Je dis, c'est pas moi. Non, ça peut pas s'arrêter là. Je change, je m'en vais. J'ai quitté le CNRS parce que j'étais ingénieure au CNRS, donc j'ai oublié de le mentionner, CNRS. Mhm. J'ai quitté. Et tout le monde me dit, folle, on quitte pas un poste d'ingénieur au CNRS, métier complètement marteau. J'ai dit, oui, mais c'est pas moi. Je vais mourir, là. Je vais entrer en dépression. C'est pas possible. J'ai eu mon temps en Égypte, j'ai eu mon temps. Ça y est, je me suis éclatée. Mais là, non, non, non. Non. Et je suis partie en Irlande. Voilà. Pourquoi Euh, l'Irlande? parce que c'était aussi quelque chose qui m'attirait depuis longtemps. C'est toute la civilisation celtique. La Mhm. civilisation celtique, les mythes celtiques, tout ça, ça m'attirait énormément. Donc, bah, j'ai déménagé là-bas. J'ai eu quelques petits projets, enfin, non officiels avec Newgrange et l'université de Cork, mais ça n'a pas duré parce qu'ils ne voulaient pas me payer. Ah oui. Donc, au revoir. Et puis, voilà, et puis
après avoir cherché ma voie en Irlande, je me suis dit, mais que, quelle est ta mission? Quelle est ta mission? Ma mission, c'est une mission qui est assez spirituelle, retrouver, faire des recherches dans le passé. Et ce que j'ai découvert en Irlande, que j'avais déjà eu un aperçu en Égypte, c'est les gens, l'ethnologie et les mythes locaux, rencontrer les gens, écouter leurs légendes, leurs histoires, c'est ça, c'est ça. Et l'archéologie amène les artefacts. Bon, ça, c'est un plus, mais la trame, mais alors les gens. Et en Irlande, j'ai fait des recherches, j'ai appris l'irlandais, le gaélique, c'est dur, hein, parce que Oui, ça wow. s'apparente à aucune langue Mm. moderne. C'est, c'est, c'est une langue celtique, hein, c'est une très très ancienne langue, il n'y a rien, il n'y a aucune corrélation avec aucune langue. Donc, Même le bulgare? comment? Le bulgare, j'avais entendu dire que c'était l'une des plus anciennes langues. Est-ce que ça D'accord. aurait peut-être un rapport avec le bulgare? Je sais Non, pas. non, 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 Mm. non, ces langues, ça fait partie des langues brittoniques. Il y a les Mm. langues brittoniques et les langues galloises. D'accord. Donc, c'est bon, l'irlandais est partie des langues galloises et après, il y a les langues britanniques, l'écossais, le breton, tout ça. Non, vraiment cette partie du monde. D'accord. Et je Ok. me suis mise à étudier le druidisme parce que je me suis dit, voilà, les réponses à une histoire, souvent, c'est à travers les mythes. Et j'étais très curieuse et mon esprit de recherche m'a dit, je vais devenir druide, je vais suivre les enseignements et voir ce qui se passe. Et bon, j'ai eu 5 ans d'études dans le druidisme. C'était très intense, très difficile, hein, parce que ça Mhm. implique une transformation personnelle aussi. Et j'ai été certifiée druide, initiée druide, et j'ai vraiment appris énormément. Non seulement au sujet des anciennes coutumes, mais aussi au niveau du côté magique, du côté humain, du côté spirituel. J'ai énormément appris sur moi-même et sur la connexion de l'humain avec l'univers, interagir avec la matrice holographique de la réalité. C'était très, très intéressant. Donc me voilà, druide en Irlande. Mais j'ai dit, bon, mais ça, c'était pas pour m'amuser, mais c'était pour une étude. Voilà. Et, et là, on arrive en 2018 où j'ai de nouveau un contact avec des extraterrestres qui m'avaient en fait sauvée quand j'avais 9 ans. J'avais été enlevée à 9 ans, ils m'avaient sauvée. Un groupe d'extraterrestres avec qui j'ai gardé contact durant mon enfance et mon adolescence, hein. Et là, ces gens-là réapparaissent à bord d'un vaisseau. Il y avait actuellement 2 vaisseaux Mm. au-dessus de chez moi, en Irlande, sur la côte ouest. Je suis téléportée à bord d'un vaisseau, physiquement, hein, tout est physique, on peut revenir après. Et là, il me dit, bon, ben voilà, il y a des nouvelles choses qui vont se passer dans ta vie, on va te redonner la mémoire sur certains événements de ton passé. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai commencé à écrire un livre qui est sorti en 2020, A Gift from the Stars, Le don des étoiles. Oui, que j'ai là d'ailleurs. Voilà. Et c'était pour moi pour raconter mon histoire, hein, d'enlèvement et de parler des extraterrestres gris quand j'étais petite et mon sauvetage. Et eh bien, ça, c'était inattendu parce que ce livre est devenu un best-seller mondial. Il l'est encore. Et ça m'a propulsée aux yeux du public vers une nouvelle période de ma vie. Voilà, mon parcours. Bon, bah, merci pour cette présentation. Petite anecdote, moi aussi je suis druide. Donc, oui, j'ai eu mon baptême druidique en 2022, donc ça fait pas très longtemps, hein. J'ai vraiment découvert le druidisme par hasard, entre guillemets. Et je pense que, comme tu l'as dit, il n'y a pas de hasard. Et donc, oui, c'est un enseignement vraiment passionnant et qui apprend à découvrir un peu sa place dans l'univers et surtout à trouver, à se réaliser soi-même. C'est cela, c'est cela. Et parce que j'ai fait des études de druidisme, lorsque 2018 arrive et avec ce nouveau contact extraterrestre, intérieurement, spirituellement, humainement, j'étais prête. Parce que j'avais fait un travail spirituel de guérison, de prise de conscience avec qui je suis en tant qu'être d'énergie, de conscience. Et j'étais prête. Donc, rien sans rien.
Oui, tout à fait. Et donc, pour parler justement de vos rencontres et expériences extraterrestres, est-ce que vous pouvez nous partager l'une de vos expériences les plus marquantes parce que, bon, moi, j'ai lu vos livres, hein, donc c'est un peu peut-être différent de certaines personnes qui nous écoutent, parce que vous avez eu des voyages extraordinaires. Est-ce qu'il y en aurait une que vous auriez envie de partager plus particulièrement maintenant? Beaucoup, beaucoup. Toujours les premières fois sont toujours des moments que l'on n'oublie jamais. La première fois que j'ai été à bord d'un vaisseau, quand j'avais 9 ans, la première fois que j'ai été emmenée sur Vénus, la première fois que j'ai rencontré des gens d'une autre galaxie. Les premières fois sont toujours quelque chose que l'on n'oublie jamais, parce que c'est toujours un moment de waouh, qui nous change à tout jamais, hein. Les premières fois, ça nous change toujours à tout jamais. Euh, j'ai, Mes contacts ont toujours été physiques, hein. Je ne fais pas de channeling ou de canalisation. Je pourrais, hein, mais je ne fais pas, ni de voyage astral, parce que je veux vraiment faire la différence. Et tous mes contacts et mes expériences sont physiques. Voilà. Au niveau de la santé, c'est des défis, hein, parce que je ne suis pas un cosmonaute super balèze. Mais enfin, on s'occupe de moi. J'ai eu des problèmes cardiaques, hein, je veux dire, bon, j'ai eu une arythmie qui a commencé là dans la poitrine. Bon, on m'a soigné pour ça, dû aux différences de champs magnétiques. Voilà, de la Terre au bord d'un vaisseau ou d'une station spatiale, et les champs magnétiques sont différents. Et le corps bat au rythme, en fait, est calé sur la résonance de Schumann. Et quand on sort de la résonance de Schumann, du champ électromagnétique de la Terre, ah ben, le cœur, il panique un peu. Il dit, mais il y a un problème, il y a un stress. Donc, c'est ça qu'il faut savoir. Mais ça, c'est réglé maintenant. Enfin, ça fait peur au début, hein, quand je commence à... Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Euh, Oui, Mon moment préféré, oh, si je dois choisir un... J'étais à bord d'un vaisseau qui s'appelle le Nibiru, qui est un vaisseau Anar ou Anunnaki, comme on le connaît, en orbite de Jupiter. Et j'ai eu accès à une librairie qui s'appelle le Mad Kahal. Kahal. Mad Kahal. Et cette librairie est une interface de ma conscience avec la conscience de l'univers, la conscience du créateur, créateur source. Et ça a été la plus belle expérience de ma vie parce que j'ai tout d'un coup vu à quoi créateur ressemble visuellement. ah, Oui. Et ça m'a changé à tout jamais. Ça m'a ouvert des horizons infinis d'accès à une connaissance, pas une connaissance, mais une compréhension. hmm, En druidisme, on apprend ceci, c'est qui est bien de le mentionner. Il y a deux sortes de connaissances, les connaissances qu'on apprend avec le cerveau, à travers des livres, et la connaissance par expérience. le N'est-ce pas? savoir, mon guide, il utilise le terme savoir et connaissance, effectivement. Voilà, c'est ça. Par Et alors l'expérience. là, voilà, par l'expérience, Oui. par une interface avec quelque chose, on apprend ce que cette chose est, parce qu'on merge avec. Et donc, voilà pour les auditeurs. Et c'est exactement ce que j'ai eu, euh, cette expérience de voir à quoi créateur et sa création ressemblent. C'est... Voilà, ça c'était... Je pense que Mais, on ne peut pas toper ce truc, ce mais oui, moment. enfin, moi, c'est vrai que j'aurais pas pensé ça puisse même être possible, parce que pour moi, créateur, comme vous dites, c'est plus une énergie, en fait. Et qu'on est tous une partie de ce créateur. Donc, Oui, oui, c'est ça. Mais c'est ça, c'est ça. ouais. C'est une conscience omniprésente, on va dire, qui est une conscience qui est en tout, qui anime tout. Il n'y a pas de singularité, il n'y a pas de point d'origine. C'est un champ de Hmm. conscience qui anime tout. Et, et tout ce qui est animé par cette conscience
est une fractale de cette conscience. Et en étant fait de la même euh, substance, Mhm. on est co-créateur aussi. C'est-à-dire que le créateur crée à travers sa création. C'est un système qui est autosuffisant, on va dire. C'est, nous pouvons créer autour de nous la réalité Oui. parce qu'on a ce pouvoir, parce qu'on est une fraction de créateur. Après, une chose que l'on ne peut pas faire, parce on est juste une fractale, c'est amener des âmes dans un corps. Les femmes sont un conduit pour cela, mais c'est c'est pas vraiment une femme qui va prendre une âme, fractaliser une âme du champ de Mhm. conscience universelle. C'est ce champ de conscience universelle qui se fractalise sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est constant, qui envoie des... Et ça, ces offshoots de conscience vont s'incarner. Voilà. Et bon, il y a ça, mais ce que j'ai au niveau visuel, bon, ça c'est la compréhension de Mhm. qui est créateur et à quoi ressemble créateur. Euh, j'ai vu euh, comme des bulles de savon qui étaient des univers, des bulles univers. Chaque bulle est une dimension ou un univers, c'est la même chose. Et beaucoup d'entre elles s'imbriquent les unes dans les autres. Entre les intersections, des fois, il y a du vide. Euh, tout cela est représenté par le schéma de la fleur de vie. La fleur de vie, c'est le plus grand secret, la plus grande merveille, parce que ça nous montre, Mhm. on va dire, pas Dieu, mais le créateur, la création, slash, le créateur, c'est la même chose. Et au lieu de le voir plat, il faut l'imaginer que les cercles sont des bulles. Voilà. Mhm. Intéressant. Pas des sphères, parce qu'une sphère est exacte, mais plutôt des bulles. C'est un peu comme des blobs, un peu mouvants. C'est sphérique, Mhm. globe sphérique, mais c'est mouvant. Voilà. Et alors, plus il y a de niveaux de densité de matière dans un univers, plus le blob va être grand. Voilà. D'accord. J'ai Oui, vu ça. effectivement, je sais que dans le milieu spirituel, la fleur de vie, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise aussi pour dynamiser de l'eau, etc. D'ailleurs, moi, j'ai sur ma bouteille d'eau, j'en ai une. Je sais pas si ça se voit. Mais ouais, j'avais pas cette vision de la fleur de vie comme une image de la source. C'est très intéressant. Voilà, et c'est la structure de la création. Et Mm. alors, ça, c'est la structure, comme un squelette. Et alors, sur cette structure de création, euh, l'évolution se développe, mais pas sur le même schéma, sur le schéma mathématique de la suite de Fibonacci. Mm. Voilà. Ah, bon, ça, c'est bon. Oui. Je peux en parler pendant 3 heures, je vais arrêter là. Mais justement, en parlant d'aspects un peu scientifiques, parce que ce que tu dis là, je pense que ça peut vraiment euh, pas choquer, mais comment dire, en surprendre plus d'un qui sont pas du tout habitués à avoir ce type de discours sur les extraterrestres. Je connais encore malheureusement beaucoup de personnes autour de moi qui pensent que les extraterrestres n'existent pas, qu'il s'agit d'une fantaisie. d'un... Donc, quel a été votre accueil de la communauté scientifique par rapport à justement toutes ces découvertes que vous avez faites, ces expériences que vous avez vécues en fait, et ces témoignages. Alors, moi, j'étais très comment dire, prudente avec la communauté scientifique puisque mon background, c'est la communauté scientifique. Mhm. Ingénieur au CNRS, pas des petits hommes verts, hein. On est virés, sinon. C'est pour ça que j'ai quitté le CNRS d'ailleurs, voilà. Au revoir. Euh, donc, je faisais très attention, mais j'ai publié, bon, la communauté scientifique m'ignorait, j'ai publié un livre qui s'appelle We Will Never Let You Down. Nous serons Mhm. toujours là.
Et à la fin du livre, je donne toutes les informations que j'ai reçues, dont j'ai fait l'expérience aussi, euh, à bord de vaisseaux spatiaux. Donc, je décris comment c'est à l'intérieur. Je décris comment un vaisseau spatial marche avec les coupes, les dessins en coupe, Mhm. euh, le moteur, tout comment ça marche. Enfin, c'est difficile de retraduire en français parce que j'ai comment dire, les activateurs électromagnétiques. J'ai tout détaillé dans ce livre. Et alors là, ça a attiré l'œil de Chris Esson, qui est un ingénieur pour IBM. Il travaille aussi pour une grosse boîte d'ingénierie Mhm. scientifique qui travaille beaucoup aussi sur les travaux pardon, de Nikola Tesla, par exemple. Chris Esson, il a été complètement emballé. Il a dit, mais tout est vrai, c'est incroyable. Donc, j'ai vu Chris Esson se faire interviewer sur une émission, un plateau télé, et il mentionne mon livre. Et dans ce livre, il dit à propos de ce livre, il dit, oui, Elena Danaan, elle décrit un liquide rouge. euh, non, pardon. Elle décrit du mercure rouge, quelque chose comme ça qui passe dans les champs de torsion du vaisseau. Et il dit, mais ça colle tout à fait. En fait, c'est de la dioxyne de mercure et ça a été trouvé à bord de crash de soucoupe volante. Il commence à analyser scientifiquement et à prendre plusieurs points de mon livre et à dire, mais ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. En fait, c'est ça et ça marche comme ça. J'étais quoi? Et alors, je me dis, il n'a pas un email, ce monsieur. Je l'ai contacté. Et on est devenus les meilleurs amis du monde. On travaille ensemble maintenant parce que sur des projets de recherche. Et ça a suscité la curiosité d'autres personnes dans le milieu scientifique aux États-Unis, en France. Maintenant, il y a des équipes à qui je donne des informations. En France et aux Mhm. États-Unis, on travaille collatéralement. C'est assez fantastique. J'ai même été je ne veux pas les nommer pour ne pas les embarrasser parce qu'il s'agit d'extraterrestres, mais j'ai été contactée par quand même des grands noms de la physique française. Mhm. Et là, euh, voilà, qui me demandaient plus d'informations sur la technique de vol des ovnis, notamment les générateurs à l'intérieur, le générateur central, ils voulaient des infos. Je dis oui, ben voilà. Et merci beaucoup. C'était voilà. Donc la communauté scientifique maintenant ne rit plus de moi. C'est fini. Mhm. Ils disent, c'est intéressant. C'est tellement intéressant pour eux que un inventeur américain, Dave Rossi, qui travaille pour différentes grosses boîtes aux États-Unis, et ces grosses boîtes, bon, il y a comme je ne vais pas les nommer, allez, c'est des gens qui travaillent avec l'état sombre, tout ça. Et Mhm. bon, je ne vais pas le mettre faire des problèmes. Il a révélé que il y a des organismes qui me suivent de très près, des organismes scientifiques américains, et il y a une organisation qui est à l'Aerospace Corporation Mhm. aux États-Unis qui me suit et monitore de très très près mon travail et étudie mon matériel. Et alors là, ça m'avait complètement scié. Voilà, il y a des choses comme ça, des choses comme ça. D'accord. Donc merci. Et donc si j'ai bien compris, ça a vraiment fait évoluer donc votre mission qui était d'archéologue, vous êtes devenu auteur international reconnu, qui finalement apprend des choses qui paraissent à beaucoup extraordinaires sur le monde autour de nous, sur l'espace, sur les extraterrestres. Et donc bon, il y a un peu de scepticisme parfois de la part des scientifiques. Donc maintenant, c'est de plus en plus accepté. Et qu'est-ce que vous faites? Donc, déjà, comment vous envisagez votre mission à l'heure actuelle par rapport à ces révélations? Quelle est la manière dont vous la comprenez en fait, ou vous l'appréhendez? Ma mission, telle que je l'ai comprise, est une mission d'émissaire, c'est-à-dire de passer des messages de personnes qui habitent hors planète aux civils de cette planète.
des messages qui sont nécessaires pour l'évolution de l'humanité, pour une bonne compréhension du monde autour d'eux. Mais c'est surtout des messages qu'on me demande de passer qui, qui mettent l'accent sur la souveraineté. Mhm. Je veux vraiment mettre le point sur ces messages en insistant que nous n'avons besoin sur cette planète de personne pour nous dire ce qu'on a à faire. Tout ce qui vient en information vers nous, qui est emballé avec un emballage de peur, c'est du pipeau. Voilà, Mhm. pour nous distraire ou nous manipuler. Nous avons, en tant que fractal du Créateur, direct, un accès direct. Donc, nous n'avons besoin pas de religion, pas de prêtre, pas de... Nous sommes des individus souverains, connectés avec le Créateur et toute la création, chacun d'entre nous. Et ça, c'est ma mission, c'est de faire comprendre aux gens qui ils sont. Mhm. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup d'attaques pour ça, hein, des grosses organisations religieuses et une grosse autre organisation qui est assez puissante en France, qui me fait beaucoup de problèmes, mais je n'écoute pas, je m'en fiche. J'ai une mission et je suis assez publique maintenant entre tous mes livres et mes conférences sur toute la planète. Si jamais quelque chose m'arrivait, cela euh, boosterait mon intel, mon information. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce que quelque chose m'arrive, parce que là, ça prouverait que j'avais raison. Donc, tout va bien. Voilà, donc ma mission est de faire comprendre aux humains qui ils sont. Voilà. Mhm. Très belle mission et on comprend donc génère quelques attaques parce que c'est une mission qui est de libération d'une certaine manière, apprendre qui on est, cette souveraineté. Il y a une profonde notion de liberté dans cette notion qui rejoint d'ailleurs un peu celle de l'entrepreneuriat parce que c'est ça que moi j'aime beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on est libre finalement de créer l'emploi qu'on aime. J'aime pas trop le terme travail parce que ça vient étymologiquement du terme souffrir. Donc, et je pense que le but de la vie sur Terre, effectivement, n'est pas de souffrir, mais d'œuvrer, de reprendre conscience de notre divinité, comme vous l'avez très bien dit, et, et, euh, et de reprendre aussi notre responsabilité notre, en main, enfin, d'en prendre conscience en tout cas. Et je trouve que donc c'est une très très belle mission et moi j'ai adoré vos livres euh, Merci. qui font voyager. Merci de nous partager tout ça. Je trouve que c'est un très beau cadeau que vous faites. Euh, et j'espère qu'un jour on va pouvoir nous aussi euh, Mais bien sûr, mais ça vient, c'est l'évolution naturelle de l'humanité. Et vous savez, puisque je sais que ce message, cet enregistrement, cette interview s'adresse aux entrepreneurs, c'est ça, auto-entrepreneurs. entrepreneur, oui. Voilà. Moi, ce que j'aurais à dire à ces personnes, on a tous une mission sur cette terre qu'on choisit. Et il y a beaucoup de gens qui se demandent, mais quelle est ma mission? Qu'est-ce que je suis bon à faire sur cette planète? Qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Eh bien, vous avez tous un don. Il y a quelque chose que vous savez faire et vous le faites bien. Ça peut être n'importe quoi. Eh bien, ça, c'est votre outil et ça, c'est votre mission. Alors, prenez cette chose qui vous rend heureux quand vous le faites et vous le faites bien parce que ça vous rend heureux. Vous avez ce talent. Je dis, ça peut être n'importe quoi, hein. À première vue, vous vous dites, mais pourquoi? Oui. Mais il va y avoir une raison parce que si vous vous concentrez vraiment sur ça, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Vous, Mhm. vous allez fleurir. Ça va être, vous allez vous transformer. Et peut-être que vous ne deviendrez pas riche avec cette chose, mais vous serez heureux et vous aiderez le monde à changer autour de vous. Donc,
Voilà, trouvez votre outil. Qu'est-ce que vous savez faire de mieux? Oui, oui, après, c'est peut-être justement la richesse intérieure, parce que la richesse finalement matérielle, déjà, c'est une richesse qu'on n'emporte pas avec soi quand on part, parce qu'on repart sans rien. Et par contre, effectivement, toute cette richesse qu'on crée en suivant l'élan de son cœur, eh bien, c'est quelque chose qui est formidable, parce que ça nous amène à des rencontres aussi formidables, comme celle-ci. Mais il y a tellement d'autres, enfin, il y a tellement de personnes qui sont intéressantes et qui ont tellement à donner. Et je trouve que c'est vraiment important justement d'aller comme vous, d'avoir le courage, parce que ça demande beaucoup de courage, de répondre à cet appel du cœur en fait. Et est-ce que justement vous avez aussi des rituels ou une certaine discipline que vous vous infligez? Infliger le terme est peut-être pas le Oui. bien choisi. Ma discipline est de ne pas être distraite. Ça, c'est très, très important. Et la première chose, c'est ce truc-là. Ça, c'est le piège. Je commence à checker mes médias sociaux, mes emails le matin. Et une fois que c'est fait, il faut que je le ferme parce que, oh, Facebook, oh, blablabla. Et on a perdu 2 heures de son temps où on aurait pu faire quelque chose de productif pour soi-même ou pour l'humanité. Alors déjà, ça, faire très attention. Mhm. Euh, tout ce qui est influence, bon, la télé, j'ai pas de télé chez moi, hein, et bon, voilà. Tout ce qui est, il va y avoir un flash solaire, il va y avoir une nouvelle plan des machins, la guerre, troisième guerre mondiale, ah là là, ça c'est des distractions. Ça peut vous happer hors de votre corps, hors de votre vie, et vous avez passé la journée à vous angoisser pour des choses qui n'existent pas. Mhm. Alors ça aussi, voilà, je pousse toutes ces informations-là, je me concentre. Ma routine, mon rituel, c'est, alors ça peut, quand je dis cela, ça a aidé beaucoup de gens autour de moi. Mhm. Voilà ma routine. Euh, j'ai un emploi du temps que je me suis faite moi-même sur une semaine. Pour chaque jour de la semaine, je le dédicace à une chose. Mhm. Et je ne vais faire que ça. En prenant des pauses, en allant dehors faire un tour, mais je ne fais que ça. Et le lendemain, je fais ce que j'ai marqué dans voilà, mardi. Oh, mardi, c'est ça, c'est le jour de ça. Et je vais faire que ça. Et c'est comme ça que je peux qualifier ma vie de conduire un char avec plusieurs chevaux. Je vais dans la même direction. Mhm. Les chevaux vont dans la même direction. Je vais plus vite, mais les chevaux vont dans la même direction. Mais chaque cheval, je le nourris un jour de la semaine. Voilà. Et donc, ça, c'est ainsi que je peux conduire plusieurs projets en même temps. Et que le premier projet qui est prêt, ben, il sort publié. Ou, voilà. Et puis, voilà mon truc. J'ai vu d'ailleurs que vous programmez plusieurs webinaires, donc j'en ai participé à un sur Crowdcast. Il y en a un prochainement, donc qui va être le temps de ce sommet, parce que on enregistre un peu avant, qui est sur le temps. Est-ce que vous avez envie de nous en parler un peu? Pourquoi ce thème et qu'est-ce qu'on peut y découvrir pour les personnes qui voudraient, par exemple, s'inscrire et vous poser des questions spécifiques? Merci. Donc, une fois par mois, je fais ces webinaires parce que je n'ai pas le temps de répondre aux questions des gens sur YouTube, sur Telegram. Ah, c'est comme je dis, hein, j'y passerai mes journées, hein. Je veux bien répondre à toutes les questions, mais il faut que je me mette le focus sur ce que j'ai à faire. Donc, les webinaires autorisent les gens à me poser des questions, les webinaires. Donc, c'est 3 heures. Pendant une première heure, je présente un sujet. Pendant les 2 prochaines heures, les gens me posent des questions, je réponds. Voilà. Et alors, on peut voter. Ce qui est bien avec Crowdcast, pourquoi? C'est pour 3 raisons. La première raison, c'est que je peux parler de sujets et répondre à des questions sensibles. Si ça se passait sur YouTube, ma chaîne serait supprimée. Vous voyez ce que je veux dire?
Ah oui. Voilà, et sur Rumble, ça, c'est pas pratique, j'aime pas le format. C'est Ah, malheureusement, Rumble, en plus, je crois qu'on n'y a en plus plus accès de la France. en France. Mais si vous changez le VPN, moi j'ai Oui, Proton VPN, ça marche. d'accord. Je suis Ok. sur mon ordi. J'amène mon ordi. Alors, j'ai un ordi portable qui est configuré sur la zone anglaise, américaine. Je l'ai configuré comme ça. Donc, quand je Mhm. voyage en France, je mets mon VPN US et je peux regarder Rumble. Voilà, un truc. D'accord, oui, c'est bon à savoir. Euh, et donc, voilà. Alors, ça, pour la censure, hein, pas de censure sur Crowdcast. Il y a de la censure sur Zoom aussi. Pourquoi? Parce que Zoom marche avec PayPal et PayPal, il censure une amende de 2000 euros, non, 2000 dollars, Ah bon. si on parle des sujets que l'État profond censure. Ouais. Crowdcast, non. Crowdcast, c'est avec Stripe. Mhm. Ça embête beaucoup de gens, mais c'est le seul moyen et ça ne censure pas. Voilà, c'est D'accord. ça. Et puis, bon, la troisième raison, c'est que on peut voter les questions, en fait. C'est super sympa. Mhm. Euh, voilà, donc je réponds aux questions les plus votées en premier et c'est assez ludique. Et voilà. Donc, et là, sur le temps, pourquoi c'est une question en ce moment qui est qui est de partout. Moi, j'ai cette question de partout, de partout, de partout. Mais les lignes de temps, qu'est-ce que c'est? Vous dites que vous venez du futur, mais comment le futur va se transformer? Il y a beaucoup de questions et j'ai décidé de faire un webinaire dessus et de tout expliquer. Voilà. Donc, Dans notre enseignement druidique, le temps, c'est lié à l'eau. Et en ce moment, en France, il y a beaucoup d'eau. Il n'arrête pas de pleuvoir. oh. Ben, moi, j'habite en Irlande, donc pour moi, c'est constant et c'est Ah mouillé oui, tout le temps. d'accord. Mais ici, cette année, c'est vraiment particulier, hein. Voilà. On a, D'accord. on manque pas d'eau. D'accord. Mais l'eau, c'est bien l'eau, alors l'eau, une substance, comment dire ça en français, qui est vorticielle. Les particules, les molécules d'eau sont, peuvent être réarrangées selon différentes fréquences. Et on peut vraiment changer de dimension avec l'eau. C'est difficile à expliquer. L'eau, c'est un milieu de transition, de transformation, Mhm, mais sur tous les sens du terme. Voyez. Euh, c'est un milieu, bah, par exemple, dans les portails interdimensionnels, il y a un fluide qui est de l'eau, qui a certaines particularités. Tous les atomes qui composent les molécules de cette eau sont vorticiels, c'est-à-dire que ça permet une téléportation mhm, directe, transposition quantique vers un autre endroit. Et l'eau, c'est un médium qui, comment dire, qui facilite ceci. J'ai du mal parce que, parlons français, j'ai l'habitude d'expliquer ces choses-là en anglais. Donc, excusez-moi si je cherche mes mots. pas de souci, en fait, on comprend très bien. Ça reste très compréhensible. Merci beaucoup. Ouf. Donc, par rapport justement à la vision que vous avez du futur, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour faire advenir, pour aider à ce que cette nouvelle ère de liberté, de souveraineté, où on pourra peut-être communiquer, nous aussi, avec les extraterrestres, qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre de faire advenir cette nouvelle période à votre sens? De devenir les humains du futur. Couper les manipulations de l'état sombre à travers toutes les informations que vous recevez. Télé, médias sociaux, tout ça. Coupez. Concentrez-vous par la méditation, sur découvrir qui vous êtes. Activez votre prise de conscience de la personne que vous êtes, de l'être que vous êtes. Et travaillez là-dessus. Entrez en résonance avec l'être de lumière et d'énergie qui habite ce corps enveloppe. Vibrez en devenant conscient
de ce corps, vibrer sur sa fréquence, ce corps d'énergie. Et quand vous êtes en résonance vibratoire par la conscience avec cet être de lumière, qui vous êtes vraiment, vous êtes en résonance avec la création, avec l'univers. Et alors là, vous avez accès à ce savoir Mhm. par interface. Voilà. Et c'est ce sur quoi nous devons nous concentrer, trouver notre pouvoir, notre puissance, qui est là, la puissance de la conscience, se rendre compte qui on est. On est une partie du Créateur. On est le Créateur incarné, en fait. Mhm. Tous. Tout le monde, toutes les créatures dans l'univers. Il y en a beaucoup qui le savent, mais ici, l'état sombre nous a empêchés nous a bloqués ce processus par nous imposant des religions, des règles. L'éducation fait énormément de mal aux enfants, énormément de mal. On leur dit que l'imagination, c'est pas bien, mais l'imagination, ça s'appelle la visualisation, la manifestation, et c'est un pouvoir qu'on a, c'est notre pouvoir. Tout à fait. Et ce que j'aime bien dans cette réponse, c'est que finalement, ça ne dépend d'aucune force extérieure. On n'a Non, pas à attendre qui que ce soit. non, non, surtout pas. Voilà. Ah oui, oui, non, mais alors là, il y a aussi dans les milieux spirituels du New Age, c'est énormément infiltré. Il y a beaucoup de scénarios qui disent quelque chose d'horrible va arriver, attendez qu'on vous sauve. Ou alors quelque chose d'extraordinaire va arriver, attendez d'être activé. Mais tout ça, c'est du pipeau, c'est pour mettre les gens dans un état d'attente et de dépendance émotionnelle et mentale. Et pendant qu'ils sont accrochés à ce truc, harponnés à ce truc, ils ne font pas le travail d'eux-mêmes. Ils Exact. n'évoluent pas. Mhm. C'est très ingénieux dans le maléfique, hein, ce qu'ils font. Ouh. Mais donc, voilà, tout simplement en méditant, en écoutant son cœur, en suivant sa joie, on peut eh bien, bah, se réaliser, comme vous en montrez un très bel exemple à travers votre vie, puisque bah, vous inspirez des milliers de personnes dans le monde qui s'ouvrent à cette vie extraterrestre dans l'univers. Et, on espère voilà, qu'un jour, nous aussi, on pourra faire ces voyages intergalactiques. Vous savez, quand j'étais une petite fille, j'ai vécu cette histoire très traumatisante d'être enlevée par des extraterrestres, des petits gris, et d'avoir été sauvée par des grands blonds, ceux avec qui je garde contact. Ça m'est arrivé à l'âge de 9 ans. Et je n'en ai jamais vraiment parlé parce que j'avais peur, hein, c'était pas le moment, peur d'être enfermée ou traitée de folle. Et lorsque je me suis mise à en parler en 2018, pouf, ma vie a changé d'ampleur. Tout ça pour dire que j'avais un trésor caché toute ma vie. Et le jour où j'ai décidé d'ouvrir la boîte et de présenter ce trésor au monde et d'en faire quelque chose, ma vie a changé et est devenue incroyable. Et peut-être que tout le monde a un trésor aussi, un Mhm. trésor caché, dont on ne se doute pas que cela pourrait déboucher sur des résultats incroyables, mais sur de l'abondance. Donc, il faut toujours chercher quels sont mes trésors cachés. Voilà. Merci. Ben, devenons à notre tour des Indiana Jones Voilà, à l'intérieur de soi. Et la recherche est à l'intérieur. tout à fait. Ben, merci, Elena. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à partager par rapport à votre actualité ou, Bien, je voudrais dire aux gens que, il y a beaucoup d'informations qui sont très effrayantes, qui sont propagées sur les réseaux, les télés, tout ça. Tout ça, c'est de la distraction. Je veux vraiment vous inciter à découvrir comment la conscience, votre conscience peut changer la réalité autour de vous. Quand vous changez vous-même, vous Mhm. changez d'attitude vis-à-vis des autres et les autres changent aussi. Ça fait boule de neige. Donc, j'invite tout le monde à vraiment se recentrer et s'écouter. Voilà. D'accord, ben merci, c'est un beau mot de la fin, le centrage et l'écoute.
Merci Elena Merci Martine. et à bientôt, peut-être à un webinaire. À bientôt.